Voilà, bien bonjour à toutes et à tous. Juste quelques mots d'introduction avant de laisser la parole à nos intervenants d'aujourd'hui. Donc, je suis Stéphane Roy, psychologue, directeur adjoint de l'Institut Mimétis. Donc, nous sommes ravis de nouveau de vous accueillir pour ce nouveau webinaire qui est organisé par l'Institut Mimétis. Alors, encore une fois, j'aime bien le répéter, ces webinaires existent car ils sont à la fois la rencontre d'une équipe motivée de l'Institut, de vous, en écho bien sûr, et puis de l'intérêt que vous portez aux actions de l'Institut. Je rappelle aussi que l'Institut, c'est aussi des formations qui ont lieu tout au long de l'année, que ce soit des formations longues en HTSMA. Je rappelle d'ailleurs qu'à ce propos, la formation HTSMA est en train d'évoluer. Pour ça, vous pouvez consulter le site de l'Institut pour avoir plus de détails sur le contenu de cette nouvelle mouture. Mais bien sûr, c'est des formations aussi en hypnose, en thérapie narrative ou encore en thérapie et approche familiale contextuelle. Des ateliers, des résidentiels et bien sûr le congrès qui aura lieu, je le répète, du 4 au 7 novembre à La Baule et qui aura pour thème sidération, effondrement, renaissance de l'emprise à la résilience. J'aimerais aussi dire quelques mots bien malgré les difficultés que rencontrées ou que nous avons pu rencontrer tous au cours de cette période. L'Institut continue à mettre vraiment tout en œuvre pour continuer à vous proposer des formations, notamment des nouveautés en e-learning, comme par exemple un atelier HTSMA qui va être proposé par Eric Bardot sur le thème corps et psychosomatique, ou encore un nouvel atelier à venir en e-learning aussi, qui va apparaître très prochainement sur le site et qui aura pour thème quand la visioconférence s'invite dans l'espace hypnotique. Bien sûr, l'Institut aussi a également à cœur d'assurer une continuité pédagogique pour tous les stagiaires qui sont en cours de formation, que ce soit à travers des supervisions ou à travers des sessions de révision. Encore une fois, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous pour en savoir plus en allant sur le site ou en prenant directement contact avec nous pour échanger. Bien, et maintenant, pour revenir à notre sujet du jour, à notre webinaire d'aujourd'hui, et qui a pour thème entre méfiance, confiance et défiance, les avatars du langage humain, nous sommes heureux d'accueillir le docteur Christian Pétel, qui est psychiatre, psychothérapeute, spécialiste des approches et thérapies familiales contextuelles, et puis le docteur Éric Bardot, qui est psychiatre, pédopsychiatre, psychothérapeute, directeur de l'Institut Mimétis, et puis concepteur et développeur de l'HTSMA, thérapie du lien et des mondes relationnels. Alors, pendant une petite heure, comme certains en ont l'habitude maintenant, nos deux intervenants vont échanger sur le thème d'aujourd'hui. Puis, dans un deuxième temps, nous laisserons place à vos questions que je relayerai à Christian et Eric. C'est pourquoi n'hésitez pas à poster vos questions, vous savez, sur le chat qui est à droite de votre écran, en tapant vos questions, mais aussi vos commentaires, vos remarques, vos réflexions. Et puis, bien sûr, encore une fois, je répète, ce webinaire est enregistré, et donc il sera à voir et à revoir en replay sur la chaîne YouTube de l'Institut Mimétis. Voilà, je vous souhaite un bon webinaire. Et puis maintenant, je laisse la parole à Eric et à Christian. À tout à l'heure. Merci. Merci Stéphane, bonjour à vous tous et à vous toutes. Et puis bonjour aussi à toi. Et bonjour à tous et à toutes également. Christian, pour cet échange. Nous avons choisi comme thème, et tu m'as proposé donc ce thème autour de la méfiance, la défiance, la confiance, les avatars du dialogue humain. Et dans mon idée, au départ, j'avais la représentation du rapport entre la méfiance et la confiance. Et le concept de défiance n'était pas présent dans mon esprit. Et je te remercie pour cette proposition car ça m'a éclairé. Et comme on le verra, dans la situation actuelle, comme la défiance peut être un concept opérant, mais au-delà de ça, il me semble aussi que la question de la défiance est un point central dans le processus et le parcours psychothérapique, que ce soit avec une personne, une famille ou un couple. Et peut-être que nous pourrions commencer
par définir ce que l'on met sur le terme de défiance, sur le terme de méfiance, de confiance, et aussi sur ce qu'est la question du dialogue humain, ses interactions avec la méfiance, la défiance et la confiance. Ça te va comme ça? Oui, très bien. Alors, pour moi, j'ai donné, même si on a eu des échanges, pour moi, la défiance que j'ai découvert à travers nos échanges, c'est que effectivement, la défiance, c'est comme si c'est une généralisation de, de la méfiance et que cette défiance, c'est en fait comme une suspicion d'emblée, c'est-à-dire comme si déjà d'emblée définie, la croyance comme quoi la relation ne peut pas être, ne peut pas apporter quelque chose de bien pour soi, c'est-à-dire ne peut pas être équilibrée. Là où la méfiance peut être contextuelle et que ça nécessite d'être dans la relation, dans l'espoir de recevoir quelque chose, voilà, et quelque chose qui va être bon, mais où pour soi et pour l'autre, mais où, comment dirais-je, cette méfiance fait que le doute existe, mais dans le contexte de la relation. Et évidemment, ça va poser la question de la confiance. Est-ce que c'est la confiance ou la confiance dans le fait qu'une relation soit de confiance puisse s'établir? Voilà. Est-ce que je... Voilà, je Oui, te passe la ouais, parole. d'accord. Oui, pour moi, c'est un sujet extrêmement intéressant parce que ça touche à la fois à une réflexion sur les relations humaines et puis aussi au processus d'évolution, au processus thérapeutique, comment on travaille avec ces questions-là. En fait, définir la confiance, c'est extrêmement difficile sans tourner autour. Hein, d'une certaine manière, pour en parler, faut un peu contourner la définition elle-même, sinon on risque de tomber dans une définition assez plate, hein, comme ça. La première chose, et on verra si c'est utile d'y revenir, Eric, dans nos échanges, c'est de dire que on pourrait, mais je ne vais pas beaucoup insister sur ça, au moins dans un premier temps, on pourrait différencier plusieurs formes de confiance. On parle souvent dans le monde contemporain, et il y a un certain nombre d'approches qui s'y intéressent beaucoup, la confiance en soi, qui serait intéressant d'ailleurs de différencier de l'estime de soi, etc. On va penser aussi à la confiance dans l'autre, qui est quelque chose qui est souvent apporté par les personnes elles-mêmes dans une situation relationnelle, notamment conflictuelle, comme je ne peux pas te faire confiance ou fais-moi confiance, comme si la confiance était, et je vais y revenir tout de suite après, était un état stable, fixe, comme ça, et presque comme si on pouvait, dans certaines situations, faire aveuglement confiance juste sur la parole de l'autre. Une autre forme de confiance, peut-être encore plus difficile à définir, c'est ce que moi j'appellerais la confiance existentielle, c'est-à-dire le rapport que chacun d'entre nous peut avoir à la vie. Est-ce qu'on est plutôt, dès le berceau ou plus tard, en fonction des différentes expériences de vie qu'on a, de comment on est investi, de quelle, avec beaucoup de guillemets, chance on a ou manque de chance face aux épreuves de la vie, comment ça donne un rapport de possibilité d'être plutôt tranquille avec toute l'incertitude, avec toute l'inconnu, avec tout ce qu'on ne connaît pas de la vie à venir. Je crois que ce qu'on peut dire sur cette forme-là, c'est qu'on n'est pas tous pourvus du même potentiel par rapport à ça. Et je pense qu'on y reviendra. Et puis, il y a une quatrième forme de la confiance qui est probablement celle
sur laquelle on va travailler le plus aujourd'hui, qui est la confiance dans les relations même. Hein, la confiance relationnelle, qui est comment chacun a besoin, pour être en relation de confiance, d'être suffisamment reconnu, considéré par les uns et les autres dans sa première enfance, bien sûr, et puis ensuite aux différents moments. Et alors, du coup, pour définir la confiance, moi, je n'ai pas vraiment trouvé mieux que de dire la confiance, c'est un état d'être au monde qui est dépourvu de méfiance et de défiance. Ça va nous relier aux choses, mais parce que, d'une certaine manière, c'est un petit peu de ça qu'il s'agit, c'est que on n'est jamais tout à fait tranquille avec la confiance. Pour le dire autrement, c'est jamais un état complètement stable. Et ça reliera à ce que tu disais en introduction, la différence qu'on peut faire entre méfiance et défiance. Et si on dit la confiance, ce n'est pas un état stable, c'est pour dire que c'est jamais quelque chose de complètement acquis, c'est jamais quelque chose de complètement gagné, et même on pourrait dire c'est une épreuve au sens d'éprouver quelque chose, c'est une épreuve constante dans la relation, pas une épreuve désagréable, hein, mais une épreuve de lien à l'autre, relation à l'autre, qui nous garantit ou pas un potentiel de confiance. Et ce qu'on peut dire par rapport à ça, c'est que si on va insister sur les questions de confiance, c'est que c'est beaucoup ce qui va créer, encore une fois ou pas, un contexte de sécurité qui va être plutôt fécond et qui va plutôt faire entrer dans un cercle vertueux de la confiance. Et que si ça n'existe pas, on entrera plutôt dans des cercles vicieux ou autres de méfiance ou de défiance. Je ne vais pas plus loin hein, sur la confiance, juste je dis quelques mots sur méfiance, défiance, et puis je te laisse revenir sur ça. Tu l'as un peu défini déjà, la défiance. Je crois que c'est important de différencier parce que, comme tu le disais, souvent on se dit défiance et méfiance, c'est plutôt synonyme. D'ailleurs, dans beaucoup de travaux, on va retrouver quelque chose de proche. Et je crois que si on s'intéresse vraiment à la dimension relationnelle et à ses possibilités d'évolution, on va s'apercevoir que c'est quelque chose de très différent. La défiance, c'est une forme de méfiance, mais c'est une forme de méfiance qui induit par l'hostilité, par le rejet de l'autre, comme une personne. Hein, c'est-à-dire, dans la défiance, il y a une forme de déni de l'autre comme étant légitime à exister dans ses actes, dans sa parole, et ça va avoir comme conséquence soit un isolement, hein, un repli sur soi. Je me mets hein, dans une situation de famille où on peut l'élargir à d'autres situations, je me mets en situation de défiance et je campe sur mon précaré, sur mes certitudes. Ou alors, je vais faire collusion avec des gens qui sont dans la même position de défiance, mais qui souvent est une collusion, mais je pense qu'on y reviendra, et qui est simplificatrice et qui fait l'économie de toute la dimension de la complexité dans les relations. Et si on différencie la méfiance, elle s'appuie beaucoup sur, comme la défiance là, de ce point de vue-là, sur des expériences antérieures, des expériences personnelles, des expériences familiales, collectives, d'injustice, de maltraitance, de rejet, de déficit de reconnaissance. Et on pourrait dire les crises de méfiance, en principe on dit plutôt les crises de confiance, mais la crise de confiance finalement c'est la situation de méfiance, elles sont déclenchées par des moments, des événements, voire une parole, un mot de travers qui réactive ou qui fait reviviscence de situations antérieures. Mais à la différence de la défiance, la méfiance, c'est quelque chose qui, en tout cas c'est l'hypothèse que j'aimerais bien qu'on développe, c'est quelque chose qui participe au dialogue, qui participe comme un moment d'impossibilité à affirmer, à faire confiance. Et d'une certaine manière, en se méfiant de l'autre, en lui montrant de la méfiance,
on va le chercher, à la différence de la défiance qui nous éloigne. Dans la méfiance, on va le chercher à travers des mots, à travers des attitudes, à travers un langage non verbal, un mail, un SMS. On va le chercher, on va s'en approcher, on va s'en rapprocher, et même si on s'en éloigne, c'est pour essayer de le faire revenir. C'est-à-dire qu'il y a dans la méfiance, en tout cas dans l'hypothèse que j'en fais, une dimension relationnelle qui est une recherche de retrouver de la confiance. C'est-à-dire de retrouver un autre qui donne des signes qu'on peut ne pas en rester là dans cette attitude de méfiance. Voilà comment, dans un tout premier temps, je te laisse revenir sur ça, je définirai un peu les trois... en tout cas, la relation qu'on peut faire entre confiance, méfiance, défiance. Oui. Là, ça fait beaucoup. Et tu as tout ton temps. J'ai tout mon temps. En fait, oui, je trouve que ce qui me semble intéressant, alors je vais revenir sur la question de la confiance, parce que la question de la confiance me paraît être effectivement quelque chose de fondamental. Et je crois que si je reprends ce que tu viens de dire, effectivement, on peut définir différentes formes de confiance et en même temps, pour moi, à la base, dans ma vision des choses, la confiance ne peut être que relationnelle, en fait. Après, c'est dans quelle direction? Est-ce que c'est par rapport à soi, par rapport à l'autre, par rapport à la vie, par rapport au monde? Mais pour moi, la confiance, comme tu le dis fort justement, et je crois que ça c'est fondamental, c'est que c'est un processus vivant et dynamique, et que la confiance, et que comme elle s'inscrit dans une dimension relationnelle, je crois que c'est important de comprendre que la confiance va se construire dans la confiance, dans le fait que la relation, l'autre peut s'ajuster à soi et que moi, je peux m'ajuster à l'autre. Et c'est là où ça va amener justement sur la question, me semble-t-il, du dialogue du dialogue, c'est-à-dire du langage, où justement le langage va être d'abord et avant tout refléter ou être l'expression de cette relation de confiance. Et pour moi, il me semble que justement, on rentre dans le dialogue quand la confiance s'établit et que l'échange entre les deux est l'expression de cette confiance. Au détriment, comme tu l'as dit, aussi, je vais reprendre, et ce qui me semble important, c'est que c'est les expériences de confiance dans la relation qui vont construire la confiance dans le fait que ces expériences sont possibles. Et c'est là où je vais rebondir effectivement sur l'intérêt à ce moment-là de faire la différence entre la méfiance et la défiance. C'est comme tu l'as dit fort justement, à ce moment-là, la méfiance, ça va être en situation dans le contexte, le signal que je vais envoyer à l'autre comme quoi ce qu'est en train de se jouer à travers l'attitude, à travers le langage verbal, n'est pas ajusté. Et à ce moment-là, j'ai envoyé des messages dans lesquels j'espère que l'autre va recevoir ces messages pour s'ajuster. Et c'est là où je te rejoins que dans cette séquence-là, ça veut dire que la méfiance, l'expérience de méfiance va être nécessaire et que la confiance va être justement de pouvoir traverser, de se réajuster dans ces moments de méfiance. Alors que quand on passe sur la défiance, là, il me semble qu'on est vraiment sur la position que de toute façon, la relation ne peut être que destructrice pour soi. Et donc ne peut rien amener de bon, si je peux parler comme ça. Oui, tout à fait. Et à ce moment-là, ça veut dire que la défiance devient c'est une généralisation de la méfiance, ça devient une véritable position existentielle. Et je crois qu'il y a un autre élément qui me semble important à introduire dans la défiance, dans lequel j'ai réfléchi, c'est qu'à ce moment-là,
je ne suis pas dans une relation égalitaire avec l'autre, c'est-à-dire que je ne suis pas dans un échange où le nous peut être partagé. Je mets l'autre dans une position, j'allais dire, dans une position à la fois d'autorité ou dans cette position d'autorité sur la relation, de toute façon, cette autorité ne peut être que destructrice et disqualifiante. Donc j'ai déjà positionné l'autre dans une négociation, comme tu dis fort justement, de l'être qu'il est. C'est-à-dire que je le mets dans un rôle qui va valider en retour que la relation ne peut être que destructrice. Et ce qui me semble important, et je te repasse la parole, c'est que ça illustre, me semble-t-il, quelque chose qui est extrêmement important aujourd'hui dans notre culture, c'est l'entretien de cette confusion entre la relation à l'autre, cette relation expérientielle d'humain à humain, et la relation à la représentation, je veux dire, de la relation, où quand je suis dans la représentation de la relation, l'autre en tant qu'humain peut très bien ne pas exister. Et là où je te rejoins, et on va en reparler, c'est qu'à ce moment-là, je suis dans la représentation à une croyance, une idéologie. Et dans cette croyance et cette idéologie, je vais aller chercher les gens qui vont partager cette croyance et cette idéologie, en étant dans l'illusion que je suis en relation avec eux, alors que c'est un peu comme, si je prends une image, hein, c'est un peu comme l'alcoolique de comptoir, hein, qui va avoir les copains de comptoir, mais si jamais il arrête de boire, il n'y a plus de copains, quoi. Oui. Et il se retrouve seul. Et en retour, si un des copains se dit bah non, maintenant je suis abstinent, je fais l'effort, bah il n'est plus copain, quoi. Il doit sortir du cercle. Oui, et je crois que, alors pour rester du coup sur la question de la défiance, il ne faudrait pas l'entendre comme quelque chose qui dirait celui ou celle qui est en situation de défiance est responsable de la situation dans laquelle il ou elle se met. Parce qu'on peut avoir de très bonnes raisons, familiales ou collectives, d'avoir un sentiment ou même de prendre une position de défiance. Quand il s'agit notamment de la famille, c'est-à-dire d'un groupe qui a a priori des intérêts éventuellement passés, éventuellement présents, mais notamment, on y reviendra je pense un peu après, des intérêts pour le temps à venir, notamment pour les générations à venir, des intérêts communs, personne ne peut se satisfaire de quelqu'un qui se met en marge, qui s'éloigne, qui s'isole. Et donc, même dans cette situation qu'on a décrite tout à l'heure comme une situation qui mène à l'isolement, qui mène au repli sur soi, voire à ces phénomènes de collusion, il y a une responsabilité des autres qui s'appuie notamment sur ce qu'on peut voir de la souffrance de la personne qui est en situation de défiance, de sa souffrance, de son isolement, de sa fragilité. Il y a une responsabilité qui nous vient d'aller essayer de retrouver le chemin du lien. Alors peut-être qu'à ce moment-là, il faut dire quelques mots sur qu'est-ce qui fonde le dialogue. Souvent, l'idée qu'on a du dialogue, c'est la relation. Étymologiquement, ça devrait être toujours entre deux personnes. Mais on l'élargit, un dialogue plus pluriel. Mais la première idée qu'on a tous, c'est que dans une situation où on dialogue avec les autres, on doit, ce qu'on fait, c'est exprimer notre position. Et en fait, si on est dans une situation de préoccupation de l'intérêt collectif et du souci des autres, et y compris du souci d'être reconnu soi-même comme faisant partie du groupe, le dialogue, ça va s'appuyer beaucoup plus sur la capacité qu'on a d'écouter ce que disent les autres que sur notre capacité de nous exprimer. C'est-à-dire que dans la capacité d'écouter les autres, ça fait entrer la reconnaissance que l'autre a quelque chose de légitime à dire, quelle que soit sa place, son statut,
son histoire, ce qu'il ou elle a fait dans le passé. Et une grande partie de la question de la dynamique de la confiance, donc, c'est la création d'un contexte de sécurité qui garantit à chacun que ce qu'il dit va être au moins écouté et si possible entendu. Qu'on est dans un premier pas de la relation dont on pourrait imaginer qu'on pourrait reprendre ça dans les premiers jours, premières semaines, premiers mois de la vie, d'un enfant, qu'est-ce qui se joue autour entre les uns les autres, les parents, les frères et sœurs et l'enfant lui-même, mais qu'on va retrouver à tous les moments d'épreuve de la vie. Et avec ce risque et cette tentation de toujours vouloir faire prévaloir ce que j'ai à dire sur ce que je suis prêt à écouter et à entendre. Je rebondirai sur ce que tu dis, sur la question la question du dialogue. Lorsque tu dis c'est exprimer notre position dans la capacité et dans cette capacité d'écouter ce que disent les autres. Qu'il y a cette reconnaissance de la légitimité à dire. Je crois que la question de la confiance, elle construit la reconnaissance de la légitimité à dire dans me semble-t-il, quelque chose qui est important dans la construction du dialogue, qui est comme ce quelque chose que j'ai à dire va contribuer à la richesse et à la diversité de l'expérience humaine, de l'expression de l'expérience humaine. Et donc, à ce moment-là, elle mérite, quand je dis elle mérite, ça veut dire elle a de la valeur à être partagée. Et c'est important ce que tu dis, parce que ça veut dire que sur la question de la reconnaissance, si on part de cette idée-là, et dans ce que tu as exprimé, ça laisse entendre que la reconnaissance, que la reconnaissance va se construire dans le fait que ce que je dis et ce que je fais participe de l'enrichissement de l'histoire humaine, en quelque sorte, si je peux parler comme ça. Et que ce n'est pas la reconnaissance de soi en tant qu'identité. Et que je pense que la défiance se construit, elle va se construire justement à l'opposé. Quand on va être dans une revendication identitaire de reconnaissance qui va amener évidemment non plus dans le partage de l'expérience humaine dans sa diversité, mais qui va être dans comment dirais-je moi, dans une institutionnalisation de la méfiance. Je veux dire qu'à ce moment-là, c'est pas ce que je dis, c'est pas ce que je dis en termes de partage, mais c'est ce que je dis doit être pris pour argent comptant, parce que sinon, c'est où j'existe ou j'existe pas, en fonction de la manière dont ce que j'ai dit est pris et qui est retourné sur soi et non pas qui n'est plus à l'écoute de l'autre. Est-ce que c'est quelque chose? Oui, tout à fait. Pour redire autrement ce que tu viens de dire, donner de la valeur à ce qui est dit par l'autre, à ce que j'ai entendu de ce que dit l'autre, c'est lui reconnaître sa possibilité d'être. Oui. C'est lui reconnaître qu'il est un sujet reconnu de la relation. Et on peut revenir un peu en amont de ça, en disant souvent on est préoccupé de cette question-là quand la situation dans un groupe fait que il y a un déni de reconnaissance, fait qu'il y a un effacement de la personne derrière son statut ou derrière sa position, l'abuseur qui n'est, ou on va dire autrement, la personne qui a abusé, qui n'est plus considérée que comme un abuseur et dont la parole est invalidée
y compris dans sa préoccupation pour ce qui peut venir, et invalidé parce qu'on le renvoie tout le temps à sa position de « mais tu as fait des choses qui réellement sont épouvantables, méritent d'être condamnées, etc. » La personne victime est souvent renvoyée à être invalidée dans sa parole et donc dans sa possibilité d'être sujet de la relation parce qu'elle n'est considérée que comme une victime, quelquefois par elle-même d'ailleurs aussi, Oui. notamment par les autres, et qui sont prêts à avoir de la compassion pour, de lui apporter de l'aide, mais qui vont tout interpréter de ce qu'elle dit ou de ce qu'elle fait à travers le filtre de cette, avec des guillemets bien sûr, cette pauvre victime. La personne handicapée ou la personne âgée dépendante, sa parole n'a plus de valeur et la seule chose qui compte, c'est ce qu'on fait pour elle, et quelquefois qu'on fait très bien d'ailleurs, mais c'est ce qu'on fait pour elle sans plus jamais la faire exister dans une réciprocité où elle peut exprimer son souci de l'autre, sa préoccupation, sa parole. Et donc souvent, la dynamique de la confiance vient se reposer dans des situations où justement la confiance dans les relations a été gravement affectée par tout un tas de choses dont on a déjà parlé, où le dialogue se transforme en une série de monologues où chacun affirme dans le vide de quelque chose qui n'est que l'affirmation de soi et non pas la recherche de l'autre. Et je crois que si je dis en 2 phrases et puis je te laisse rebondir, qu'un des mérites de réfléchir sur le rapport, notamment de la méfiance avec la confiance, c'est de redire que tout ce qui vient interroger, questionner ou remettre en question une relation comme si elle allait de soi est un effort, on peut mettre des guillemets si on veut ça, mais un effort relationnel, souvent maladroit, souvent avec des malentendus, mais un effort pour renouer le fil de la relation, c'est-à-dire pour être capable de montrer à travers sa vulnérabilité, à travers ses difficultés, qu'on attend quelque chose de l'autre. Si on a la chance que l'autre puisse y répondre, on va entrer de nouveau dans un cercle vertueux. Si les choses s'ancrent dans le malentendu répond au malentendu, on va entrer dans cette spirale destructrice, etc. De temps en temps, c'est pour ça que les gens viennent nous voir pour essayer de trouver de l'aide dans ce moment-là. Oui. Justement, si je rebondis sur ce que tu dis, ça me semble poser la question ô combien importante de ce sur quoi le dialogue va pouvoir se construire. Il me semble que là, on va rejoindre, comme tu l'as dit, la base du premier dialogue interhumain, c'est-à-dire que c'est quel type de dialogue interhumain te fait rentrer justement dans le processus d'humanisation, si je peux parler comme ça. Et là, évidemment, ce qui vient tout de suite à l'esprit, je pense que ça montre bien les interactions entre la question de la confiance, de la méfiance et de la défiance, et pour moi, toute la base de la relation d'attachement et le fait que le dialogue interhumain va se construire d'abord dans un dialogue qui va être un dialogue corporel. Et un dialogue corporel où va se jouer justement l'ajustement de la relation entre soi et l'autre et soi, et le jeu de l'être ensemble et de la singularité de chacun.
et, et que peut-être que justement, ça mène sur la question que la confiance est justement, comme processus dynamique, est justement l'expression des effets de ce jeu entre l'ajustement entre ce qui est de l'être ensemble et de la singularité de chacun et du changement dynamique des positions et des tentatives d'ajustement, d'accordage et de réaccordage, comme dit un auteur que j'aime beaucoup, qui est Daniel Stern. Euh, et, et, et cela me semble d'autant plus, comment dirais-je moi, important que ça montre à ce moment-là qu'on ne peut pas faire l'économie de la méfiance, mais que c'est quand on va construire, comme tu le dis fort justement, qu'est-ce qu'on va faire pour retrouver, et se retrouver dans le dialogue et retrouver la relation de confiance, qui va faire que la confiance, dans le fait que je peux répondre et que l'autre peut répondre à une expression qui va en fait venir enrichir le nous humain, en quelque sorte, la dimension humaine, qui va faire que ça va s'installer dans le temps et dans l'espace. Est-ce que ça... Oui, ben, pour prendre un jargon qui m'est plus familier et qui rejoint notre précédent dialogue, tout ce que tu expliques sur le plan corporel, donc aussi sur le plan émotionnel, hein, c'est la question du souci de l'autre. Oui. C'est qu'est-ce qui mobilise notre énergie, pas seulement à créer, pas seulement à maintenir, mais à reconstruire et se réinvestir dans une relation constructive, dans une relation porteuse d'avenir, c'est la perception de la difficulté d'être de l'autre, de sa fragilité, de sa vulnérabilité, et comment ça sollicite à ce moment-là chez nous ce mouvement d'aller vers l'autre pour lui venir en aide, pour le soutenir, et dont on a besoin, c'est un des tout premiers temps de la reconstruction des relations, dont on a besoin que ce mouvement soit reconnu. L'attitude de défiance, son risque, c'est que le mouvement que je vais faire vis-à-vis de l'autre pour essayer de raccrocher quelque chose soit reçu avec du rejet. Dans la position de méfiance, évidemment, il faut prendre beaucoup de précautions, de délicatesse, d'attention du choix des mots, de ses attitudes, de l'opportunité du moment, tout ce que tout le monde connaît dans différents moments de sa vie quotidienne. Mais avec tout ça, l'attitude de méfiance est bien une sollicitation à ce que moi, je vienne vers l'autre en disant des mots, pas des mots bétifiants ou gentils pour apaiser, mais des mots investis, impliqués, qui montrent que vraiment, je veux que quelque chose s'arrange, que je veux que quelque chose se dépasse, que je veux que quelque chose se reconstruise. Et c'est bien toute la dynamique du rapport entre la vulnérabilité de l'un et l'engagement de l'autre à chercher à lui venir en aide. C'est tout un mouvement qui est celui qui peut s'engager on pourrait dire, dans la période qui suit le moment le plus critique de la méfiance. C'est-à-dire que la méfiance se manifeste, et puis, à un moment donné, elle s'apaise un peu. Le risque principal, c'est de faire comme si de rien n'était. C'est de dire qu'on a suffisamment confiance l'un avec l'autre depuis le temps qu'on se connaît. Tout ça, c'était un mauvais moment et ça va revenir tout seul. Et on sait que ça ne marche pas. Mais que c'est la principale tentation, qui est celle de chacun d'entre nous, on laisse passer l'orage et on oublie à ce moment-là que le mouvement de méfiance, c'est un mouvement qui demande quelque chose à l'autre, qui demande ce qui est
une des bases de la confiance que l'autre prenne un risque. S'engager dans la relation de confiance, c'est être celui qui peut prendre le risque qu'on lui dise « OK » ou qu'on lui dise « pas OK ». Et si ni l'un ni l'autre ne prennent ce risque, on tourne en rond, on perd du temps, voire on dégrade l'état de la relation. Je vais rebondir sur ce que tu dis, Ouais. parce que tu as redit plusieurs fois la question du mouvement et de la dynamique du mouvement qui est dans la méfiance comme dans la confiance. Et lorsque tu dis, voilà, ce que j'attends, c'est que l'autre prenne un risque, ce qui me semble important dans ce que tu dis, c'est justement d'introduire dans cette question-là la dimension temporelle. Et de comprendre que cette dimension temporelle, et je sais que c'est quelque chose que tu aimes bien, mais qui me semble, et que je partage parce qu'elle me semble fondamentale, c'est que cette dimension temporelle, elle est orientée vers le futur. Oui. Et donc, la confiance, c'est que si je vais prendre le risque vers l'autre, à ce moment-là, ça n'est pas dans un souci de comptabilité immédiat ou de calcul immédiat, c'est bien dans l'intention de prendre soin de cette relation et de son déploiement dans le temps et dans l'espace, et particulièrement en direction du futur. Oui, oui, moi je suis entièrement d'accord avec ça. Je crois même que c'est que, ou dans les relations humaines en général, ou dans le processus thérapeutique, avec une famille, c'est un moment clé, c'est un moment charnière. C'est le moment où on peut passer du règlement de compte ou du récit que chacun fait des préjudices qu'il a vécus, et ce temps-là est aussi nécessaire. Il faut bien que chacun puisse aussi faire état de comment il a souffert, comment l'autre l'a fait souffrir, comment il n'a pas été entendu, comment l'autre a été incapable de... Il y a bien ce temps-là. Mais il y a un moment où il y a, sans utiliser des grands mots, mais où il y a quelque chose qui est de l'ordre du dépassement de soi, c'est-à-dire du dépassement de la défense élémentaire de son intégrité. Et pourtant, c'est important de défendre son intégrité. Il y a des situations relationnelles où on est gravement blessé. Il y a un moment où chacun d'entre nous, dans ces situations-là, peut accéder au fait qu'il y a quelque chose de plus important que de répondre coup par coup, que de rester dans le règlement des comptes passés, qui est comment chacun peut se situer par rapport aux conséquences pour le futur de ce que je suis en train de faire, de ce que je suis en train de dire, et même de ce que je suis en train de penser. Et moi, souvent, j'aime bien dire, quand on parle de la question intergénérationnelle, dire que le bon sens au sens de la direction, mais peut-être aussi d'avoir du bon sens, la bonne direction de l'articulation entre les différents temps, c'est pas le passé détermine le présent qui détermine le futur, c'est la préoccupation du futur qui nous amène dans le présent à occuper une position de responsabilité qui permet de dépasser un certain nombre de choses de l'histoire passée. Et qu'à ce moment-là, quand on va aller revisiter les questions passées, on va aller non pas y chercher des raisons de montrer qu'on est la victime, mais chercher des ressources pour que ce futur soit protégé. Pour le futur, c'est pas une idée abstraite, c'est des gens, c'est des relations, c'est des capacités pour nos enfants, nos petits-enfants de se développer physiquement, psychiquement dans un contexte de sécurité suffisamment bon. Et ça, c'est souvent le moyen pour les uns et les autres de s'accorder
s'accorder, ça ne veut pas dire forcément être d'accord sur tout, mais ça veut dire être en accord sur une préoccupation commune qui est « faut protéger des conséquences ». Alors, est-ce que c'est il faut protéger des conséquences ou est-ce que c'est il s'agit de prendre soin j'allais dire je ne sais pas comment dire ça, j'allais dire de, 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 de l'ouverture des possibles, j'ai répété des possibles, c'est-à-dire de la complexité, non pas de l'enfermement et de réduire. Est-ce que c'est pas, c'est-à-dire c'est à travers, est-ce que c'est pas prendre soin quelque part de l'image qui me vient, pardonnez-moi, l'image qui me Vas-y. vient, Non, c'est un vas-y. peu comme si, c'est un peu comme si la participation à travers de la construction de ce qu'est l'humain, c'est un peu comme si, est-ce que je prends soin que ce fleuve enrichi ou que cette mer, ou je ne sais pas quoi, on peut prendre l'image que l'on veut, est enrichie, se déploie, etc. Ou est-ce qu'on va la réduire et la sécher, quoi? C'est quelque chose comme ça. Oui, alors, bien sûr, il y a ça. Mais si on revient hein, à la question de la confiance, hein, c'est que dans une relation qui est profondément perturbée, altérée, etc., se mettre d'accord sur un projet commun, comme tu l'évoques là, souvent, ce n'est pas possible. En tout cas, ce n'est pas immédiatement possible. Donc, il y a un temps, c'est pour ça que je raconte cette histoire de futur, présent, passé, c'est qu'il y a un temps où, avant de s'accorder sur le projet, il faut bien s'accorder sur le fait qu'on a des raisons de discuter ensemble, on a des raisons de dialoguer. Parce que ce qui est affecté dans la question de la relation de confiance, c'est qu'à un moment donné, le dialogue n'est plus possible. Et ce qu'on cherche à ce moment-là, c'est qu'est-ce qui va être le support d'un dialogue possible. Et la préoccupation du futur, elle peut être très différente de l'un à l'autre. Hein. Chacun d'entre nous pourrait raconter des histoires sur quand un de ses enfants est rentré au CP, comment chacun des parents voyait ça en fonction de l'histoire, de école privée, école publique, est-ce qu'il faut commencer à apprendre à lire en maternelle ou pas. Chacun amène des choses comme ça. À d'autres moments de la vie, il y a les mêmes questions. On peut avoir des manières différentes d'aborder les choses et puis trouver des moyens de concorde ou d'accord. Donc, il y a la question du projet, mais à un moment donné, dans certaines situations, le projet commun n'est pas possible. Et souvent, à ce moment-là, ça passe par dénier à l'autre d'avoir une légitimité à s'exprimer. Et en fait, pour moi, dans ce que j'essaie de dire là, c'est la préoccupation des conséquences pour le futur, ça devient un point commun de chacun reconnaît que l'autre est légitime à avoir son point de vue, à avoir sa manière de voir les choses. Souvent, ça confronte aux loyautés, à l'histoire passée, et là, il va y avoir beaucoup de boulot, mais ça part de ça, et ça va déboucher sur ce que tu disais, bien sûr, hein, qu'à un moment donné, on débouche sur la capacité de s'entendre, la capacité de s'accorder, si on y arrive, hein, la capacité de s'entendre, la capacité de s'accorder et la capacité de choisir entre remplir le fleuve ou l'assécher. Et il y a ce temps qui est le temps de la reconstruction du dialogue, qu'on appuie sur le fait qu'on sait délégitimer les uns les autres dans le conflit et on s'obstine à ce que chacun soit reconnu comme ayant une légitimité dans la préoccupation des conséquences pour le futur.
Je ne sais pas ce que tu… En fait, je suis en train de me rendre compte que quand je parlais de projet, j'étais pas tout à fait au même niveau dans le. C'est intéressant parce que justement, j'étais pas au même niveau quand je parlais de projet. C'était de projection de l'intention de chacun et de reconnaître chez chacun. Oui, Tu vois, quand tu prends l'exemple, par exemple, est-ce qu'il faut aller dans le privé, dans le public, apprendre le français d'abord ou l'anglais, etc. C'est de reconnaître que l'intention peut prendre une forme différente et qui va être différente chez l'un, et que c'est justement cette intention, cette intentionnalité qui va être partagée et qu'elle exprime justement dans cette situation-là, dans la vision de chacun, le souci, par exemple, tout à fait. c'est mieux pour l'enfant. Et donc, quand tu as parlé de projet, c'était au niveau de l'intentionnalité que j'étais, pas de la réalisation concrète du projet. Oui, oui. Oui, et ça parle bien de la question de la légitimité de chacun et de Oui, comment dans ces moments-là, oui, il y a souvent, dans une attitude qui peut être un mélange de méfiance et de défiance, une tentation de délégitimer la parole de oui. l'autre. Et il y a toujours un tout petit écart entre délégitimer la parole de l'autre et délégitimer l'autre dans sa capacité à exercer la responsabilité. Et en même temps, lorsque tu exprimes la question justement de la responsabilité, euh, délégitimer la parole de l'autre répond aussi à une intentionnalité. C'est-à-dire que la défiance répond à une intentionnalité de, de ne pouvoir exister que dans ses propres croyances, si je peux parler comme ça. Oui, oui, tout à fait. Ça c'est vraiment extrêmement important parce que, y compris les thérapeutes, on peut tous être pris à certains moments dans nos propres, je ne dirais pas dans nos propres résonances, mais dans nos propres échos, dans les échos à notre histoire, et dans la tentation de voir plutôt un point de vue que l'autre, plutôt une posture que l'autre, en fonction de sa propre histoire. Et je crois que c'est vraiment important qu'on ait suffisamment de capacité à se dire que ce qui est le plus important à ce moment-là, c'est que chacun soit reconnu dans la possibilité de s'exprimer tel qu'il est au moment de son histoire. C'est-à-dire qu'on ne… eh ben, pour le dire autrement, dans une situation très concrète, je crois qu'entre un adolescent qui est en situation de défiance, soit une famille comme ça, un adolescent qui est en situation de défiance, une maman qui est en situation de méfiance et un père qui se sent délégitimé dans son autorité, la question immédiate n'est pas de les accorder, parce qu'on n'y arriverait pas. La question qui vient tout de suite après n'est pas non plus de savoir est-ce qu'il faut que tel ou tel fasse un bout de chemin vers les autres, mais que dans un premier temps, chacun puisse être reconnu comme ayant de bonnes raisons de pouvoir être où il en est. Et y compris celui qui nous paraît le plus détestable, ou le plus désagréable, ou celui ou celle. Je ne pensais pas spécialement au père là, dans une situation comme ça. Mais, Juste, messieurs, je vous coupe un instant pour vous dire qu'il reste 10 petites minutes. Ah, déjà. Avant de passer aux questions. Allez, vas-y. Oui, et je crois que effectivement, ça pose cette question centrale, comme je le disais, puisqu'il reste 10 petites minutes, je vais prendre un raccourci, que les positions identitaires, justement, déconstruisent cette dimension, comment dirais-je, empêchent cette dimension du nous euh, à prendre forme. Je crois qu'effectivement, dans cette situation-là, renouer la relation, passe par le fait de reconstruire, comment dirais-je moi, La confiance.
la confiance et la confiance, elle va être dans l'acceptation de ce minimum dans le présent. Et là, Oui. tu as raison, ce n'est pas de la spéculation. C'est Mhm. dans le minimum qui contient finalement le témoignage que la position que je prends et ce que j'exprime répond comment dirais-je, j'allais dire à cette tentative de tenir debout dans cette vulnérabilité qui m'habite et dans laquelle je peux avoir des doutes qu'elle peut être reconnue par l'autre, Mhm. comme un autre qui prend soin d'eux réciproquement. Oui, et c'est souvent ce qui permet que chacun et chacune puisse faire retour sur sa propre histoire, sur comment, dans ces situations de conflit où on est en difficulté de perdre pied, hein, l'autre avec qui on a construit quelque chose, en qui on avait confiance, vis-à-vis de qui on avait des sentiments, on a le sentiment qu'il trahit tout ce qui a été construit ensemble, puisqu'en gros, il me reproche tout ce qu'il appréciait quelques années avant. Je suis perdu à ce moment-là. Les amarres sont larguées, etc. Et donc souvent, ce qui va m'accrocher, ce sont mes loyautés. Mais je ne le sais pas. Hein, je vais me raccrocher à qu'est-ce qui m'a été transmis, positivement ou négativement d'ailleurs. Hein, ce que j'essaie de reproduire ou dans lequel depuis des années dont j'essaye de me défaire, de me détacher. Et je vais me raccrocher à ça, mais sans savoir que c'est vraiment à ça que je me raccroche. Et c'est là toute l'importance d'ouvrir le récit intergénérationnel, hein, mais pas dans le sens de ce qui s'est passé avant explique comment je suis aujourd'hui, mais dans le sens de comment, à partir de ce que je vis aujourd'hui, de nos préoccupations communes, des projets qu'on avait, du blocage dans lequel on est, comment chacun peut se dire je peux revisiter quelque chose de mon histoire pour pouvoir être tranquille avec ça. Tranquille avec des choses qui souvent ont été extrêmement douloureuses, mais tranquille parce que je peux en faire quelque chose. Ça veut dire que je peux le nommer, le décrire, etc. Et je crois que c'est là que cette question de faire exister l'autre dans la capacité de l'entendre et de l'écouter, et pas uniquement en l'assaillant de reproches, c'est ce moment de reconstruction de la confiance où chacun retrouve peut-être un peu de confiance dans l'autre, quand c'est possible, mais aussi retrouve authentiquement de la confiance en soi. Dans ces périodes-là, la confiance en soi est très abîmée. Aussi, je doute. Alors, plus je doute, plus je m'accroche, plus je marque-boute. Et chacun de son côté, quoi. Alors justement, ça peut nous amener à nous poser la question aujourd'hui de la question de la confiance dans l'épreuve que nous avons traversée et, et dans la rigidification des positions et comment à partir de cette rigidification dans laquelle il y a une composante défiance, comment une relation de confiance dans l'appartenance, en fait, va pouvoir émerger, c'est une belle question. Oui, oui, tout à fait. Quand on échangeait, je rappelais le journal de GB. Bon, je pense que la plupart des gens qui nous écoutent n'étaient pas nés à cette époque-là. Dans les années 70, qui s'appelait La Gueule ouverte, dont le slogan était on arrête tout et on réfléchit. On arrête tout et on réfléchit. Ce qui est assez sidérant, hein, au sens vraiment de la sidération dans ce qu'on a vécu dans les derniers mois, et peut-être encore plus dans ce qu'on commence à vivre
dans cette période dite du déconfinement, c'est comment, quand tout s'arrête, contrairement à ce qu'on peut penser, ça ne crée pas immédiatement de la pensée. C'est-à-dire que ça crée des mouvements, peut-être durables, peut-être fugaces, de solidarité, de collaboration, de préoccupation des uns par rapport aux autres, d'attention différente, mais ça ne crée pas beaucoup immédiatement de pensée. Et sans doute que une des choses qui est difficile quand tout le monde dit il y a urgence, c'est de savoir qu'il y a un temps nécessaire à la reconstruction, que la reconstruction, il y a des choses matérielles, hein, ça nous échappe en grande partie, mais entre ce qui nous vient à l'esprit, ce qui va pouvoir se réaliser, comment ça va pouvoir se construire, il y a une temporalité longue qui est nécessaire. Et donc, il ne faut pas qu'on confonde la nécessité de s'engager, d'agir, avec l'impatience qu'on a à gérer notre angoisse. Et c'est là que les plus vieux devraient nous rendre des services. Je me mets dans cela. Mais j'accepte aussi qu'une parole de sagesse me vienne d'encore plus vieux que moi, que puisse nous dire le temps, ça compte. Et on peut vous le dire d'autant plus quand on se dit notre temps à nous est compté. Et pourtant, on sait qu'il faut du temps pour que les envies, les impatiences se transforment en désir et en action. Je sais pas. Est-ce que je pourrais dire que c'est justement quand tout s'arrête, c'est-à-dire quand le temps s'arrête, se pose, que la préoccupation de futur peut prendre forme? Oui, comme un appel d'air, comme un appel d'air. Hein, comme c'est le vide qui n'attend que d'être rempli. Oui. Souvent, c'est une chose qu'on travaille, c'est que tant que notre temps, notre esprit sont remplis de choses, alors on dit, ouais, en septembre, en plus, je ferai de la gym, ou en plus, je vais me mettre à étudier le japonais. Mais c'est tout plein déjà. Donc en plus, ça dure 3 semaines, puis ça perturbe encore tout ce qui est déjà rempli. Et tant qu'on n'est pas capable de créer un espace où il y a une part déremplie de l'espace, il n'y a pas de possibilité que quelque chose y entre. Alors, on a la métaphore respiratoire de ça, qui est que faire rentrer de l'air dans les poumons, c'est un mouvement passif. On ne fait pas. Quand on fait, l'air ne rentre pas puisqu'on bloque tout. Faire rentrer de l'air, c'est un mouvement complètement passif qu'on ignore tous quand on est essoufflé, mais qu'on peut retrouver dans différentes situations d'apaisement. Ce qui est actif, c'est de souffler. Ce qui est actif, c'est de souffler. Ce qui est actif, c'est de souffler. Eh oui. Bien, on arrive à la fin de l'intervention avant de passer aux questions. Est-ce que c'est juste OK pour vous qu'on passe justement aux questions? Si tu as pu souffler un peu, Stéphane. Ou est-ce que voilà, vous voulez juste ajouter peut-être quelque chose, un dernier mot pour aller au bout de votre idée? Pour moi, ça va. Il faut que je branche mon ordinateur avant qu'il s'arrête. Oui. De rester sur ce qui est actif, c'est de souffler. C'est une belle source de méditation et de réflexion. Très bien. Alors, avant de passer aux questions, on va déjà pouvoir remercier Eric et Christian pour leurs riches échanges sur cette thématique. Alors, comme à chaque fois, il y a beaucoup de questions. On va essayer de les regrouper.
un peu par thème, et puis aussi de manière chronologique. Alors, vous allez voir, il y a des questions, ça va vous demander, Christian et Eric, un petit effort de mémoire parce qu'il y a des demandes de précision à un moment ou un autre, un mot, une phrase qui a été dite. Bon, j'espère que vous pourrez retraduire ou dire votre pensée. Mais avant d'en arriver là, voilà une question qui est revenue, évidemment, par rapport à la thématique confiance, défiance, méfiance. Une question qui est revenue, j'essaie de la synthétiser. Pourrait-on dire que la défiance, c'est la position figée et identitaire de la méfiance? Pour moi, on peut le dire comme ça, oui. Oui. Effectivement, c'est quand la méfiance devient en termes de relation identitaire, qu'à ce moment-là, ça devient un filtre. Ça devient un filtre sur lequel s'installe la défiance comme position existentielle. Moi, je le pondérerais un tout petit peu en disant la même chose, c'est-à-dire que dans la défiance, il y a le risque de la rigidification, le risque entre soi et soi de se rigidifier et de s'isoler. Alors, la confiance existentielle qui m'habite me fait penser que si on est dans un groupe où les affiliations sont suffisamment fortes les uns par rapport aux autres, il y aura quelqu'un ou quelques-uns qui iront repêcher la personne avant qu'elle coule, hein, qui tendront une main, c'est-à-dire, pour le dire de manière plus conceptuelle, il y a la défiance, c'est aussi une expression d'extrême vulnérabilité et forcément, en tout cas il faut le souhaiter, il y aura quelqu'un qui sera sollicité pour ne pas laisser cette personne s'isoler davantage. C'est bien que le risque des processus relationnels, c'est le risque de leur aggravation où chacun, la défiance de l'un peut appeler la défiance de l'autre, et ça amène à des ruptures, à des séparations, à des conflits sans fin, etc. Mais dans un groupe qui a une perspective commune, et notamment une perspective par rapport au futur, était capable de redéfinir, la défiance, on doit pouvoir aussi l'entendre, en tout cas l'utiliser comme une ressource pour aller rechercher cette personne en très grande souffrance. Alors, ce que oui, je Eric, rajouterais juste vas-y. pour dire, à condition effectivement comment dirais-je moi, de remettre à ce moment-là la défiance dans un processus dynamique. Oui. C'est-à-dire c'est comment la remettre dans une dimension relationnelle, lui redonner une forme d'expression relationnelle pour que la transformation en relation de confiance puisse avoir lieu. Mais tant qu'elle s'exprime d'une manière figée et identitaire, ça nécessite d'abord de déconstruire, me semble-t-il, cette position figée et identitaire Tout à fait. pour la remettre dans la relation. Il y a une question que j'aimerais moi vous poser qui m'est venue, cette question un petit peu qui met à débat ou à débattre. Finalement, je me demandais si est-ce que la défiance n'est pas tout simplement aussi le droit à la contradiction? Alors, je crois que ce n'est pas au même niveau que ça se situe. Quand tu es dans la contradiction, je pense que de manière implicite, c'est le jeu de la méfiance et de la confiance qui joue. Et là, et de mon point de vue, à un autre niveau, il y a une confusion de niveau logique. La contradiction, elle porte sur le contenu. Mais est-ce que pour autant la contradiction remet en cause la relation? Si elle remet en cause la relation, on n'est plus dans la contradiction. On rentre dans la méfiance et encore plus dans la défiance. Parce que ça veut dire qu'à ce moment-là, on est au-delà que la contradiction a comme effet d'altérer la relation et donc de créer de l'isolement. De mon point de vue, la contradiction, sur le contenu, elle a comme fonction de mettre l'un et l'autre dans une position
le dépassement de la contradiction pour ouvrir sur une autre alternative. Si la contradiction se fige, on va rentrer dans la méfiance ou la défiance. Mais on n'est plus dans la contradiction, à ce moment-là, on est dans la fermeture et l'isolement. C'est comme ça que, excusez-moi, je répondrai. Oui, justement, je suis justement d'accord. On le voit bien dans l'exemple concret, dans l'histoire du conflit entre ce qui se passe entre Raoult et j'allais dire l'autre camp, où ce qui devrait être une contradiction, qui devrait être des échanges et qui devrait faire émerger une réponse dont tout le monde aurait intérêt. On voit bien qu'à ce moment-là, on n'est plus dans la contradiction, mais dans le figement de position qui crée un trou béant dans lequel, où on est obligé d'adhérer à un camp ou à un autre, où on est perdu au milieu, où on coupe tout pour partir ailleurs parce que ça devient intenable. Voilà, excuse-moi. Oui, non, je suis Christian, globalement d'accord avec ce que tu disais. Je pense surtout que ça ne touche pas la même dimension de la relation. La contradiction, elle est surtout dans le registre, moi je dirais, conversationnel, hein, ou des idées, même si c'est un écran à autre chose. Hein, elle peut nous faire croire que ce qui se joue dans nos relations, c'est ce sont les idées qu'on porte. La défiance, elle est, d'une certaine manière, elle est dans une dimension, dans la dimension de l'éthique de la relation, hein, c'est-à-dire dans une dimension où ça sollicite le plus profond de la relation, comme la méfiance, comme la confiance, et ça sollicite ce qui nous atteint au plus profond de nous, hein, souvent à notre insu. Hein, donc dans la sphère émotionnelle, compris avec, Eric le rappelait tout à l'heure, avec la dimension corporelle. Il faudrait faire un rapport entre une relation, entre ces états d'être et comment souffrent les corps dans ces moments-là. Donc vous prenez, enfin d'une certaine manière, là, ce serait plutôt une éthique de la confiance dans laquelle la contradiction vient s'inviter. C'est un peu le socle de la vie démocratique, en fait. Oui, on peut le dire comme ça. Tu vois, il y a Guy-Marie qui dit la contradiction peut aussi être une position quasi existentielle. Quand la contradiction devient une position quasi existentielle, c'est l'expression de la défiance. Et tu as raison. La contradiction, oui, ce que tu viens de dire, Stéphane, est juste. C'est-à-dire que la contradiction doit amener à l'expression de quelque chose de commun. Si elle reste en soi, on n'est plus dans, je veux dire, ça vient altérer la relation. Alors, si vous permettez, j'aimerais voilà une autre question qui a été posée, une question aussi concernant notre pratique de thérapeute, donc, en particulier dans le contexte que nous vivons, là, dans le contexte du Covid, avec les écrans interposés, la sécurité ressentie du patient à son domicile, comment cultivez-vous l'implication vers le patient dans votre pratique? Parce que tout à l'heure, vous évoquiez cette question de l'implication. Comment cultivez-vous, comment la cultiver, cette implication vers le patient dans la pratique? Moi, je répondrais avec surprise, parce que je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais à ce que quand le confinement a commencé, les entretiens par visio ou par téléphone soient une manière de soutenir les personnes en attendant que la vie redémarre, pour le dire un peu comme ça, y compris le travail thérapeutique. Et à ma grande surprise, il s'est passé deux choses. La première,
c'est qu'il y a quelque chose qui a changé dans les relations, c'est que les patients, et j'en ai parlé avec pas mal de confrères qui ont décrit un peu les mêmes choses, c'est que les patients ont commencé à nous demander des nouvelles de nous. Dire, mais vous allez comment? Et je me suis aussi surpris à leur répondre, hein, ce que sûrement dans un autre contexte, je n'aurais pas fait. Donc il y a quelque chose qui s'est modifié là, de la relation, qui était plus lié au contexte lui-même qu'à l'écran ou au téléphone. Et la deuxième chose qui m'a surpris, c'est que très vite, on a repris un travail thérapeutique beaucoup plus approfondi que ce que j'imaginais possible dans ce contexte-là. Et puis la troisième chose qui est venue après, c'est quand moi j'ai repris des entretiens en face à face depuis une quinzaine de jours, c'est que je croyais là aussi, comme beaucoup d'autres, que le masque allait faire écran entre le patient et moi, et j'ai découvert que non, qu'il y a une expression du masque qui existe et qui est tout à fait représentable et intéressant. Bien, écoute, Christian, tes 3 points, je les partage tout à fait. Et je crois que ces 3 points illustrent quelque chose qui me semble vraiment important, c'est qu'on peut mettre des obstacles. Et là, je peux évoquer par exemple quelqu'un comme Frankl qui l'a démontré aussi dans son histoire dramatique de camp de concentration, c'est que quelle que soit l'intelligence de l'humain à faire obstacle à la relation humaine, c'est un peu comme l'eau qui coule, c'est comme la vie, on ne peut pas faire obstacle à la vie dans ses expressions, et qu'en fait, même quand on fait des obstacles, elle prend d'autres formes, et on se rend compte qu'à ce moment-là, la technologie, les outils, moi, c'est ça qui me semble le plus important, devient secondaire, et qu'en fait, ça prend d'autres formes, et c'est comme ça qu'on découvre que nous avons une intelligence relationnelle qui a de grandes capacités à dépasser les obstacles qu'on peut mettre sur son chemin. Et ça, c'est plutôt réconfortant, me semble-t-il. Ça, c'est extrêmement réconfortant, et d'autant plus que tu rappelais Viktor Frankl et bien d'autres qui nous ont appris beaucoup de choses par rapport à ça, qu'on est l'un comme l'autre quand même avec quelques années d'expérience, et y compris que cette dimension-là, ça fait partie des choses qu'on peut transmettre. Oui. Et pourtant, au moment où ça survient, oui. on est encore pris par la surprise. Oui. Et c'est positif. Et c'est quand même, enfin, c'est pas seulement un signe d'espoir dans la vie, c'est un tout petit signe d'espoir aussi pour nous-mêmes. Oui. On peut encore être surpris. On peut encore être surpris. Alors, justement, j'aimerais revenir aussi à une autre question. Vous avez évoqué, plutôt sur la fin d'intervention, à un moment, la question de la confiance, et vous avez parlé de la confiance en soi. Alors, un sujet, vaste sujet, on ne va pas dérouler la confiance en soi. Mais alors, finalement, est-ce que la confiance en soi, parce que le risque de la confiance en soi, c'est de pousser dans son extrême, à l'inverse, pourrait amener à une espèce d'individualisme. La confiance en soi, en fait, finalement, se construit plus dans la relation à l'autre. C'est dans la relation à l'autre que cette confiance se construit, et non pas dans la recherche éperdue d'une confiance en soi qui serait, je ne sais pas comment dire, désincarnée de l'autre. Christian, tu parlais de ça tout à l'heure. Oui, alors moi je sortirais bien mon joker à ce moment-là, parce que c'est effectivement une longue
construction qu'il faut faire par rapport à ça. Donc, je crois qu'on déborderait. Peut-être juste pour dire que tout ce dont on a parlé, à mon avis, hein, Eric, tu vas dire comment tu vois les choses, toi, dans la dimension relationnelle, ce qui est le principal support de la confiance en soi, c'est comment, dans la relation à l'autre, existe l'estime de soi. Comment la reconnaissance que l'autre fait de moi, comment, hein, pour reprendre la phrase de Martin Buber, hein, qui dit je deviens je quand l'autre me nomme tu. Hein, et quand il y a un autre qui me dit tu existes pour moi, je gagne en estime de moi. C'est-à-dire, je me sens exister, hein, je me sens vivre, je me sens un être vivant, pensant, existant dans la relation à l'autre. Et je crois que c'est la dimension essentielle de ça, beaucoup plus que tout ce qui est aujourd'hui très, très à la mode, enfin aujourd'hui depuis assez longtemps maintenant, hein, autour de la confiance en soi, comme une exaltation d'un individualisme désincarnant, plus que désincarnant. Oui, et je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Effectivement, si je le dis simplement, parce que ça, comme tu le dis, ça demanderait beaucoup plus de développement. Je crois que la confiance en soi, elle vient justement dans la confiance que l'autre me témoigne, dans l'appartenance à l'humain, c'est-à-dire à la communauté humaine. Je crois qu'il y a ces deux dimensions-là qui me semblent fondamentales pour construire la confiance en soi. C'est-à-dire que la reconnaissance de l'autre vis-à-vis de moi, et c'est là où ça rejoint justement la question de la confiance, cette reconnaissance, c'est la reconnaissance que à travers les actes que je pose, et quand je dis quelque chose, je pose un acte de dire. À travers les actes que je pose, j'ai la reconnaissance que ce que je fais, ce que je dis, appartient à la communauté humaine. Je crois c'est dans l'interaction entre l'appartenance et la reconnaissance de l'autre que va se nourrir la confiance en moi. Alors que justement, quand elle est altérée dans la disqualification, la défiance, je ne suis plus. Je veux dire, ça altère aussi la question de l'appartenance. Oui, voilà comment je dirais les choses simplement. Bien. Et ça, oui, Christian, vas-y. Juste en deux phrases. Ça ouvre à un mot qu'on n'a pas prononcé aujourd'hui. Oui. Il y a Rose, que je ne connais pas, qui avait posé la dernière fois une question très, très importante et qui là, dans une de ses interventions, ramène la question de l'altérité. Oui. Alors, on a parlé tout le temps de ça, mais on l'a nommé, je crois, aujourd'hui les choses, et on peut dire la confiance en soi dans sa relation à l'estime de soi, ça n'existe que dans l'altérité. Tout à fait. Perspective dialogique. Oui. Bien, comme nous arrivons maintenant déjà, oui, ça passe vite à la fin du webinaire. Peut-être est-ce que vous voulez rajouter l'un et l'autre peut-être un petit mot quand même pour terminer pour aujourd'hui? La complexité de la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui me semble justement, et c'est le côté en tant que, je veux dire, par rapport à tout ce que j'ai pu développer et comme thérapeute, ça me semble la question intéressante, c'est comment la complexité de cette situation, qu'est-ce qui va pouvoir émerger, et quand je dis qu'est-ce qui va pouvoir émerger, c'est qu'est-ce qui va justement pouvoir émerger dans ce qui est revenu, me semble-t-il, et qui a été mis en évidence de manière fondamentale dans cette crise, c'est justement la place de l'humain.
en termes à la fois de singularité et d'appartenance. Oui, et pour dire quelque chose qui irait aussi dans le même sens, mais qui a aussi une permanence, c'est pour redire qu'il n'y a pas de dynamique de la confiance sans prise de risque. C'est-à-dire que si la confiance, on attend qu'elle vienne de l'autre, on est d'emblée dans une situation de mise au défi, pour ne pas dire de défiance, mais de mise au défi de l'autre, d'être celui qui le premier s'y colle. Et dans la situation présente, comme dans toutes les situations de crise familiale, de couple ou autre, la confiance, la dynamique de reprise de la confiance, ça passe par l'engagement, la prise de risque. Raisonner, bien sûr, mais il n'y a pas de dynamique qui se recrée sans une prise de risque. Tout à fait juste. Je partage la prise de risque. D'ailleurs, mon cher C'est ce qu'on fait. Christian, c'est une prise de risque. C'est webinaire. Bon, eh bien, écoutez, encore une fois, on peut chaleureusement, en toute confiance, remercier Eric et Christian pour la grande qualité des échanges et puis voilà votre partage en toute authenticité. Avant de terminer, je vous rappelle que notre prochain webinaire aura lieu le vendredi 5 juin, la semaine prochaine, et il aura lieu de 10h30 à 12h, donc aux horaires habituels. Il sera animé par le docteur Eric Bardot et le professeur Gérard Osterman. Et cette fois-ci, il aura pour thème « Dans un monde saturé par la statistique, quelle place pour la symbolique dans l'épreuve que nous traversons ?» Voilà, nous vous souhaitons un très bon week-end de 3 jours et puis au plaisir de vous retrouver, de nous retrouver très prochainement. Merci, au revoir. Merci de votre attention et de vos questions. Voilà, et puis merci à vous tous et à notre prochain webinaire. Bon